Avant d'aborder ce thème, je voudrais donner la parole à Nelly Sachs en citant cette phrase admirable qui assigne un horizon illimité à l'écriture du poète et du traducteur. Je cite: « Je n'ai pas de pays et au fond, pas non plus de langue. Rien que cette ardeur du cœur qui veut franchir toutes les frontières. » Il me semble que c'est dans la continuité de ce que nous a expliqué Sylvie. Et aussi rappeler cette image, celle d'une transfusion d'homme à homme, d'une circulation commune du sang que l'on peut sans doute appliquer à la traduction. Le traducteur et le poète n'ont-ils pas vocation de passeurs, de médiateurs, faire passer, conduire, transporter le transport de l'intelligence et du cœur sous l'effet de l'enthousiasme, de l'inspiration, qui mène dans un territoire autre et en même temps ramène à soi, à travers et par-delà les différences, les distances, les barrières culturelles et linguistiques. Une manière de passer de je à tu et de tu à je, du même à l'autre, du propre à l'étranger, de caresser le rêve de l'universalité. Dès lors, ne peut-on pas dire que la traduction, comme contact et comme relation, comme accueil de l'étranger et respect de l'autre, appartient de plein droit à l'éthique. Bien plus, pour Walter Benjamin, la véritable tâche du traducteur, je cite, ouvre sur la transcendance, et toute entreprise de traduction est habitée par l'attention messianique qui conduit au-delà des langues particulières et contingentes vers la langue pure. Langue originaire, langue parfaite de la fin des temps. Or, en deçà des mythes, des systèmes philosophiques, des théologies, des utopies qui s'efforcent de résoudre le problème de l'origine des langues, de percer le mystère de leur diversité incalculable, la traduction existe comme pratique et continue à produire divers degrés de communication et de compréhension. Il est à peine nécessaire de rappeler que les différents termes de la tradition, de tradition latine attachés à l'activité de traduire ne renvoient pas seulement au transfert dans une langue étrangère, à la transposition dans une autre langue, mais aussi à la réécriture dans sa propre langue, à l'invention d'autres manières de dire la même chose ou de faire dire à la même expression d'autres choses. La traduction comme exploration de sa propre langue et de la langue de l'autre, comme création et recréation, relevant à la fois de la compréhension et de l'interprétation, du savoir et de la création, n'appartiennent-elles pas d'abord au domaine de la poétique? N'est-ce pas un faire et un savoir-faire? On peut rappeler à cet égard les positions bien connues de George Steiner, pour lequel, après Babel, justement, forcément, comprendre, c'est traduire. D'Antoine Berman, qui voit dans l'acte de traduire la réponse à la mise à l'épreuve de l'étranger. De Paul Ricoeur, qui voit la résolution des conflits de l'interprétation dans cette hospitalité langagière où se réalise de manière probante la double signification du mot hôte en français, celui qui reçoit, la langue d'arrivée, et celui qui est reçu, la langue de départ. Hospitalité qui est faite de proximité et de distance, une distance qui permet la proximité et évite de tomber dans l'indistinct de la fusion affective et dans le mélange des identités. Une distance qui est respect de l'autre et préservation de notre être. Pour Ricoeur, c'est par conséquent dans la traduction que se réalise concrètement dans sa plénitude l'humanité de l'homme, puisque c'est le langage qui nous caractérise comme humains. Là que s'articulent l'identité et la mémoire, que s'opère la relation à l'autre, la reconnaissance réciproque, éthiquement nécessaire du semblable et du différent, que se met en œuvre l'historicité de la condition humaine, une et plurielle. Traduire, c'est à la fois un défi et un bonheur, une jouissance, surtout si le traducteur est poète lui-même, et donc capable de rendre le sens avec le son, le rythme avec la pulsation, de maintenir avec le dévoilement l'énigme. Le traducteur se voit ainsi mis au défi de franchir les obstacles de l'indicible, de l'incompatible, de l'intraduisible. Il est tenté par jouir-dire, avec cette belle expression de Claude Vigée, de combler les distances, de jeter des ponts, de franchir les frontières,
de briser les murs d'enceinte et de séparation, de détruire à tout jamais les ghettos. Je vais donc donner la parole assez largement à Claude Vigée, moi aussi, parce que il est agréable de l'entendre et parce que il nous a donné un remarquable témoignage sur son travail de poète et de traducteur lors d'un colloque et en particulier d'une table ronde qui était organisée en 2004 à la Sorbonne par Jean-Yves Masson. Et nous y retrouverons d'ailleurs tout le style de Vigée avec l'humour que nous y connaissons. Je cite. La première tâche d'un traducteur de poésie, c'est de produire un rythme vivant, sans songer a priori à imiter sottement ou à restituer celui de son modèle étranger. Au contraire, il faut d'abord le conjurer hors du vide, de sa propre conscience en éveil, à partir de son propre silence, qui remplit sa propre ouïe, sa propre oreille qui attend et qui ne sait pas et qui interroge l'avenir. Comment passer sans aucune transition des rythmes profonds de l'allemand, par exemple, ou de l'hébreu, ou de l'anglais, ou même du dialecte alémanique alsacien, à ceux du français parlé d'aujourd'hui? Un abîme les sépare à première vue, et puis, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors, on ne peut pas traduire, je ne sais pas. On ne peut peut-être pas traduire, mais il est certainement permis d'écouter intensément le murmure des syllabes initiales, permis de suivre en soi-même leurs mouvements subtils, de les danser en soi-même et, si vous voulez, d'accueillir leur respiration pleine de justesse et de génie. Il est permis de distinguer les sonorités spécifiques que ces syllabes initiales éveillent dans notre oreille attentive, de s'accorder aux nuances de leur musique et de leur silence. Quand on fait ça, quand on essaye, on ignore au commencement si on a la moindre chance d'aboutir à un texte vrai et vivant dans notre langue. Quel serait le fruit de cette conversion, de cette teshuva, improbable comme toutes les conversions? Voilà le grand problème. La fidélité au sens le plus simple est une vertu nécessaire dans toutes les traductions, poésie ou prose. Pour être un artisan du langage honnête et compétent, il convient avant tout de restituer le sens au vie du texte en interprétant avec doigté, souplesse et humilité. En d'autres termes, comme disait Goethe, cela ne fait jamais de mal de savoir quelque chose. Même dans les langues, le contenu sémantique primaire du poème étranger doit être partagé finalement avec le lecteur futur qui, lui, ignore qu'il ne sait rien, ne connaît peut-être pas l'allemand, ni l'anglais, ni l'hébreu, ni, honte suprême, le dialecte alsacien. Ce lecteur avance vers l'œuvre qui est scellée en tâtonnant dans la nuit. Ce lecteur futur avance comme un aveugle plein de confiance qu'il faut, comme un bon chien d'aveugle, guider doucement par la main pour réussir ce voyage périlleux de traduction qui s'achèvera, espérons-le, par un véritable échange entre les deux langues. Il importe pour le traducteur de se sentir à la fois très bien et très mal dans une langue comme dans l'autre, de se sentir un peu étranger dans toutes les langues, surtout celles qu'on va traduire et dans lesquelles on traduit. Le traducteur saura à la fois jouir et pâtir de ce qu'il se donne à transmuer ainsi dans l'opération alchimique dont je parle. Mais il le fera sans jamais se leurrer sur les difficultés inhérentes à une approche précise, détaillée, loyale du texte à traduire et du texte en traduction. Si on parle d'un poème en langue étrangère, c'est afin d'en prendre bientôt congé. Comme le disait un de ses amis, Emmanuel Ocar, on quitte le texte d'origine pour se frayer à ses dépens un nouvel espace de parole, un domaine sauvage du langage. Tout l'entretien se retrouvera dans la version écrite. Je n'ai pas le temps de le lire. Mais ce qui caractérise justement cette expérience de la traduction dont nous fait part Claude Vigée, c'est justement à la fois l'humilité et la générosité du traducteur. Je reprends donc mon commentaire. La générosité, l'accueil, le don qui caractérise l'entreprise poétique de Claude Vigée, poète et traducteur, s'apparente par son amoureux rapport aux langues, mais aussi aux êtres, aux objets et aux lieux rencontrés, par sa liberté d'esprit et sa résistance à toute mode ou propagande. Lors de son exil, pérégrination, transhumance, et j'emprunte le mot à Mireille Gancel, pour son cheminement de passeur et de traducteur, à l'aventure humaine et scientifique de l'ethnologue viennoise Eugénie Goldstern, dont Mireille Gancel justement nous a révélé l'œuvre.
Cet ethnologue va parcourant les vallées les plus reculées des Alpes pour recueillir les traces destinées à disparaître de la culture paysanne et montagnarde dans une langue ouverte à toutes les cultures traversées, respectueuse de toutes les différences et complémentarités. Ce fut précisément par son usage de la langue allemande, à laquelle elle confia cet héritage, que Jenny Goldenstern, disparue dans le gouffre de la Shoah, réussit à vaincre la domination des esprits imposés par la langue unique et totalitaire du Troisième Reich. Cette langue sauvée, qui fut également celle de Nelly Sachs et celle de Paul Celan, et d'un autre traducteur et poète aujourd'hui disparu que je voudrais évoquer, le germaniste italien Michele Ranchetti, qui traduisit aussi Celan et qui releva le défi à son tour d'une langue cryptique, initiatique, chargée d'une portée existentielle, expression aussi d'une condition douloureuse d'exil. Recevoir et transmettre, cette injonction que l'on retrouve au cœur du judaïsme, dès le premier chapitre du Pirkei Avot, le traité des pères, correspond bien à la vocation du poète et du traducteur, avec son impulsion créatrice, le surgissement sidéral du chant, le jaillissement libre d'un temps absolu, là je cite les expressions de Vigée, ce qui permet à Claude Vigée de revendiquer pour le poète, transcripteur de l'invisible, Jacob et poésie ont le même destin, être juif ou poète, c'est tout un. Donc si j'ai encore quelques minutes, je vais lire un extrait donc des noces d'Amnon et de Tamar, qui se trouve dans le poème du retour. Donc, je lis d'abord le texte en français et ensuite, et pas aussi bien que la jeune actrice que nous avons entendue tout à l'heure. C'est ton nouveau printemps, vieux peuple qui revit. Après l'étouffement dans les murs de l'exil, tu es donc revenu sur les jeunes collines pour connaître le jour visible de l'espace. Jour de la guérison, pour qui longtemps vécu parmi les morts. Heure de la rosée sur la pierre hivernale, au temps très pur, saison des exilés qui montent. Non, dans le souvenir, le rêve ou le désir, mais dans la vérité de l'instant. Tu es joie vivante sur la terre ouverte sous tes pas. Et donc en italien. È la tua nuova primavera, vecchio popolo che rivivi. Dopo il soffocamento fra i muri dell'esilio, sei dunque tornato sulle giovani colline per conoscere il giorno visibile dello spazio, giorno della guarigione per chi a lungo visse fra i morti, ora della rugiada sulla pietra invernale. Oh, tempo purissimo, stagione degli esiliati che salgono, non nel ricordo, il sogno o il desiderio, ma nella verità dell'istante. Tu sei gioia viva sulla terra aperta sotto i tuoi passi. Merci.